Les jours qui peuplent notre vie semblent s'écouler de plus en plus vite à mesure que nous avançons en âge. L'horloge biologique se ralentit, lenteur à la cicatrisation des plaies, alors que l'horloge cérébrale s'accélère. Les années finissent par passer comme les mois de notre jeunesse. Notre existence, exception faite de la période réservée au sommeil, se trouve partagée en temps requis, celui du travail professionnel, en temps libre, celui des loisirs, et en temps forcé, celui des transports, des démarches, des formalités administratives. Ce dernier temps, celui des contraintes, tend d'ailleurs à prendre de plus en plus d'importance dans le monde moderne. Que se passe lorsque notre corps est assiégé par la maladie? Un autre temps s'installe, celui dirigé par la lutte pour la guérison et le retour à la vie normale. Le temps requis est suspendu grâce à un arrêt de travail. Le temps libre et le temps forcé sont occupés à se soigner. Le malade va être soumis à différents traitements. Cet état de soumission à la thérapeutique fait du malade un patient. Ce changement de terme par souci d'alléger la réalité. Le malade est devenu un patient comme le sourd est devenu un malentendant et la personne âgée, un senior. La maladie impose à l'être humain un changement dans la gestion du temps. Le temps de la maladie est un temps subi. La santé, c'est le corps apprivoisé, un corps dont la marche et les mouvements ont pour limite les bornes fixées par la nature. C'est le corps limité par lui-même. L'astreinte est une astreinte intérieure. Le temps de la maladie est un temps dirigé pour quitter les chaînes de la douleur et de l'immobilisation. Être en bonne santé, c'est être chez soi dans sa maison avec le sentiment d'être maître du temps qui passe, de pouvoir le guider. Être malade, c'est être en dehors de chez soi, avec la volonté de raccourcir le plus possible le temps de la séparation. Toute maladie est une séparation. On quitte sa maison, qu'on souhaite retrouver au plus vite. Et, selon la gravité, selon l'atteinte qu'elle impose au corps et la blessure qu'elle inflige au temps, il arrive qu'on guérisse et qu'on retrouve sa maison intacte. Il arrive que la maladie laisse des séquelles et qu'on retrouve sa maison endommagée. Il arrive qu'on soit invalide et qu'on ne retrouve sa maison qu'en souvenir. L'exercice de la médecine rend souvent difficile aux médecins la gestion du temps consacré aux malades. Alors que je m'affligeais du nombre élevé de consultants à voir dans l'après-midi et du peu de temps réservé à chacun d'eux, un de mes maîtres avait répondu « Si tu consacres tout le temps de sa consultation à un malade, refusant d'être interrompu par ceux qui ne le concernent pas, téléphone, même si la durée est limitée, le malade sait que tu t'es intéressé à lui seul. » Un autre jour, alors qu'un chirurgien américain venait de me détailler une intervention chirurgicale difficile, destinée à essayer de sauver un patient, intervention de plus de 10 heures, « C'est une longue opération, dis-je. »« Oui, répondit-il. C'est long, c'est très long, c'est trop long. Mais trop long, dans notre métier, cela s'appelle la patience. » Il est à noter au passage que les progrès de l'anesthésie ont modifié le temps opératoire. Il y a un demi-siècle, en raison de la toxicité des produits anesthésiants, éther, chloroforme, le chirurgien avait le devoir d'opérer rapidement et de limiter la durée de l'intervention, et donc de l'anesthésie au minimum. Aujourd'hui, celle-ci peut être prolongée sans grand risque de toxicité, et la chirurgie peut se permettre d'être minutieuse. Les chirurgiens acrobates luttant contre la montre ont été remplacés par des chirurgiens toujours habiles mais méticuleux. Toute maladie crée chez le malade un calcul sur le temps qui reste et forcément sur le temps qui passe. Combien encore avant d'aller mieux, avant de retrouver le temps des jours paisibles, celui où la rivière de notre vie nous emporte doucement, même si inéluctablement, vers le port. Malade, on est parfois amené à des réflexions non formulées du temps de la santé. Ma vie a-t-elle un sens? La vie en général a-t-elle un sens? Elle a celui que je lui donne. Me retournant vers mon passé, quelques événements heureux émergent et je ne souhaite penser qu'à eux. Et si ma vie, passée et à venir, n'était que la quête d'instants privilégiés qui lui donnent son sens? Allongé depuis des jours sur un lit, quand le temps de dormir n'est plus conditionné par l'obscurité, il arrive que les nuits soient longues, parcourues par des bouffées de pensée, de regrets, d'espoir, et qu'on attende l'aube avec impatience.
C'est alors que j'ai pris conscience de l'importance de ce petit animal que la France s'est donné pour emblème et dont le chant aigrelet annonce la montée du jour. Le coq, fils du soleil, avec lui la vie recommence. Le temps de la maladie n'est pas un temps libre. Pour que le temps soit libre, il faut que le corps soit libre. Si le corps est entravé, le temps qui passe est limité. Que le temps soit fonction de l'espace, cela fait des siècles qu'inconsciemment les malades, bien avant la mise en évidence moderne de la quatrième dimension, l'espace-temps, l'avaient expérimenté. Parce que le séjour en médecine modifie le temps. Aucun des séjours, aucune des habitations où le malade va reposer n'est un foyer. Sorte de refuge momentané ou durable, aucun d'eux n'est un foyer, si accueillant et confortable soit-il. La maison, c'est celle de ma famille, de mes amours, de mes travaux, de ma vraie vie. Dans le premier refuge, celui de la guérison possible, le malade repose dans une chambre où la fenêtre ouvre sur le ciel. L'horizon est lointain, comme le temps qui reste à vivre. Tout peut être demandé sous prétexte de guérison. Chirurgie, traitement lourd, fatigue, c'est le prix de la vie, il n'est jamais trop élevé. La halte du malade est limitée et son séjour provisoire. Il s'agit simplement d'un lieu de passage de quelques jours ou quelques semaines au cours d'une vie itinérante. Plus tard, il considérera parfois cet arrêt avec nostalgie. Le malade peut habiter un autre lieu, celui imposé par la guérison improbable, par la maladie chronique. La fenêtre de sa chambre ouvre toujours sur le ciel, mais l'horizon s'est rapproché. Il ne retrouvera jamais le lieu dans lequel son corps pouvait se manifester sans entrave. Il sait que le temps qui lui reste sera encombré de son infirmité. La lutte contre la douleur est prioritaire. La douleur chronique n'est pas une douleur aiguë prolongée. Elle est de nature différente. Dans la douleur aiguë, colique néphrétique, occlusion intestinale, fracture, accouchement pénible, avec l'expulsion des calculs, l'intervention chirurgicale, la réduction orthopédique, la naissance de l'enfant, la douleur disparaît. La douleur a un ennemi, le temps. Avec le temps qui passe, la douleur s'atténue. En cas de douleur chronique, le temps est l'ami de la douleur et l'ennemi du malade. Avec la disparition du médicament antalgique, la douleur réapparaît, et le traitement est opposé. Pour la douleur aiguë, donnez un calmant en fonction de l'apparition de la douleur. Pour la douleur chronique, donnez un calmant en fonction de sa disparition prévue de l'organisme. Le malade pourra quitter cette deuxième chambre, mais il devra y revenir de temps à autre. C'est pour lui une sorte de résidence secondaire imposée par la maladie chronique. Le temps de sa liberté d'action est limité par celui de sa présence dans un lieu médicalisé. Son temps est partagé, et aucune des deux phases n'est indépendante de l'autre. Il est parfois obligé de compter les jours. Il arrive encore trop souvent qu'on perde la bataille de la maladie. Toutes les ressources scientifiques actuelles sont épuisées. Le malade entre dans un troisième lieu, une troisième chambre. La fenêtre qui le sépare du ciel et de la liberté ne s'ouvre plus. Cette chambre est celle de la dernière demeure. Il se peut que le malade, et surtout la famille, demande « Combien de temps lui reste-t-il » Impossible de répondre. Même pour une maladie inguérissable, présomptueux plus encore que cruel, le médecin qui apporte une réponse chiffrée. La lutte contre la maladie est perdue, mais la bataille pour le malade peut encore être gagnée. Le médecin, auquel toutes ces années d'études et d'exercice professionnel servent à peine, se doit alors de retrouver le sens de son métier, défini par Ambroise Paré. Guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours. Le malade sait que le temps de son séjour sur Terre va s'achever. Alors, avec l'aide des infirmières et des médecins, grâce à des soins mis au point il y a 30 ans par des médecins britanniques, respectueux du corps du malade jusqu'à son dernier souffle, habeas corpus, soins qui depuis se sont étendus à de nombreux hôpitaux dans le monde. On peut calmer, entourer, respecter le malade qui attendra avec délice la visite de la personne aimée, de ses enfants, d'un ami. Une belle vieille dame avait ainsi rendez-vous chaque jour vers 17 heures avec Jean-Sébastien Bach. Chaque jour commence une autre vie. Avec l'aurore, la journée qui s'annonce a un goût d'éternité,
même si cette éternité dure la moitié de 24 heures. De cette troisième et dernière demeure, le malade peut passer insensiblement dans une quatrième et ultime cellule, un lieu sans fenêtre, le cachot. La lumière et le ciel ont disparu. Il arrive alors que le malade demande du secours, appelle à l'aide. « Ce n'est pas moi qui ne veux plus de la vie, c'est la vie qui ne veut plus de moi. J'ai goûté chaque minute. Maintenant, rien n'a plus de saveur, pas même de voir ceux que j'aime. Mon temps est achevé. Alors, si vous voulez faire preuve de compréhension et de sollicitude, aidez-moi à ce que la mort, qui approche doucement de mon corps, trouve quand elle arrivera la place prise par ce qui aura été mon dernier moment de liberté. » C'est à la conscience de celui ou de celle auquel le malade s'adresse de répondre. Qu'on nous comprenne bien. Il ne s'agit pas d'euthanasie. Il y a une supplique faite par un être humain en souffrance. Ce n'est pas à une question philosophique ou théologique qu'on doit répondre. C'est à la question posée par un être humain fragile et solitaire, et à lui seul. Heureusement, nombreuses sont les personnes à l'abri d'une grave maladie ou d'une grande infirmité du premier au dernier jour de leur vie et qui désirent demeurer sur cette terre le plus longtemps possible. Une d'elles s'est rendue chez un médecin. « Docteur, je voudrais vivre le plus tard possible. Que dois-je faire ?» Le médecin l'examine attentivement, poumons, cœur, électrocardiogramme, système nerveux, et lui enjoint d'effectuer un certain nombre d'examens de laboratoire, radiographiques, etc. Lorsque le malade revient quelques jours plus tard, le médecin « Tous vos résultats sont excellents. Maintenant, des recommandations absolues. Vous ne buvez plus, vous ne fumez plus, vous ne faites plus l'amour, vous ne vous exposez pas au soleil. » Après quelques longues secondes de silence. « Et dans ce cas, docteur, je vivrai longtemps ? Cela, je ne peux pas vous le prédire, mais ça vous paraîtra plus long. » Tant il est vrai qu'une humanité aseptisée n'a jamais existé, n'existe pas et n'existera jamais. Vivre, vivre d'abord. Sans oublier jamais que dès notre arrivée sur Terre, nous sommes appelés à la mort, et que, dès sa naissance, l'être humain est déjà assez vieux pour mourir. Heidegger. Un texte du professeur Léon Schwarzenberg.